sur France 2, cérémonie de clôture des Jeux Olympiques d'Atlanta. Dans ce journal, un premier bilan. La délégation française quitte la Géorgie avec 36 médailles, dont 15 en or. 8 jours après l'attentat qui a endeuillé ces Jeux, l'enquête semble piétiner sérieusement. À Oran, chrétiens et musulmans ont rendu hommage à la mémoire de Monseigneur Claverie, l'évêque de la ville, assassiné jeudi soir. Madame, Monsieur, bonsoir. Ultime symbole, c'est un athlète d'Afrique du Sud, un pays longtemps interdit de Jeux Olympiques pour sa politique de ségrégation raciale, qui a remporté l'une des plus belles épreuves des Jeux, le marathon. Josia Tugwan, 25 ans, a réussi à fausser compagnie à ses deux compagnons d'échappée dans les tout derniers kilomètres. Il est le premier noir sud-africain à remporter une médaille aux Jeux Olympiques. Dans un instant, nous reviendrons sur les médailles françaises, tout de suite en compagnie de Laurent-Frédéric Bollet. Un premier bilan de ces Jeux d'Atlanta, fertile en exploits et en émotions. L'olympisme a 100 ans, mais l'Amérique est éternelle. Au pays de Coca-Cola et CNN, les Jeux se veulent le triomphe des États-Unis. Sport-spectacle, sport-business, 197 pays, 10 000 athlètes, est-ce une fête ou est-ce une foire? L'Amérique et ses remords, Mohamed Ali, ex-champion olympique déchu, la maladie de Parkinson ne l'empêche pas d'allumer la flamme. Les Jeux du centenaire peuvent commencer. Sur la piste, les surhommes arrivent. La locomotive, tel est le surnom de Michael Johnson et ses chaussures d'or. Les États-Unis ont un héros, l'athlétisme un roi. Pour la première fois, un homme atteint une vitesse de pointe supérieure à 40 km/h. Le record du 200 mètres explose, 19 secondes 32, un bond de géant dans l'histoire du sport. Donovan Bailey, lui, se content d'améliorer le record du monde du 100 mètres. 9,84, le Canada s'est trouvé un successeur à Ben Johnson. Lui, il se succède à lui-même car il est unique. 9e médaille d'or en 4 Olympiades pour Carl Lewis. Lewis qui plane et ses adversaires qui s'écrasent. Lewis qui fait rêver quand le marchand de sable est passé. « 35 000 personnes mobilisées pour la sécurité, mais une bombe, 2 morts et 112 blessés. Le 27 juillet, Atlanta vit une nuit de cauchemar, mais il en faudrait plus au CIO. Les Jeux doivent continuer. Dès le lendemain, on est rassuré. Quand des officiels et des spectateurs dansent, c'est bon signe. Atlanta a trop investi pour que la fête soit gâchée. L'Amérique respire et la gymnastique offre un conte de fées. Il faut souffrir pour être la meilleure. La petite Kerry Strug comble des un public qui a choqué par son chauvinisme. Mais voici déjà d'autres stars. Alexandre Popov et ses bras qui sont des ailes. Il conserve son titre sur 100 mètres nage libre. Chez les femmes, l'Irlandaise Smith rafle 3 titres, mais ressuscite les suspicions de dopage. Amy Van Diekenel est la vraie reine des Jeux. 4 médailles d'or en natation toujours, tandis que Naïm Soleimanoglu, du haut de son 1,50 m, joue les colosses. Le sport, forcément spectaculaire, forcément émouvant, encore faut-il le laisser vivre. Atlanta suffoque, mais Atlanta veut garder son sang-froid. Résultat, problème de transport, d'organisation, de logistique, d'informatique, il ne suffit pas de vouloir les Jeux. Alors, tout finit comme tout avait commencé. Cette nuit, Mohamed Ali reçoit une nouvelle médaille d'or. La première, il l'avait jetée dans le fleuve Ohio dans les années 60 pour protester contre le racisme dont il était victime. Mohamed Ali honoré, les Jeux rachetés, mais cette fois dans le bon sens du terme. Pour l'anecdote, cette histoire incroyable mais vraie, comme dirait l'autre, Carl Lewis a égaré sa 9e médaille d'or. C'est un journaliste qui l'a retrouvé dans la voiture où il avait accompagné le champion vers un studio de télévision. En ce qui concerne les Français, ultime déception avec les Barjots, l'équipe de France de handball, pourtant championne du monde en titre, n'a pu accéder au podium, battue pour la médaille de bronze par les Espagnols. La délégation française va donc repartir d'Atlanta avec un excédent de bagages de 36 médailles. C'est pourquoi ce soir, je suis en bleu-blanc-rouge. En cette nuit du 4 août, certains privilèges subsistent. Les primes attribuées aux médaillés seront en effet exemptes d'impôts. Le problème, c'est que comme la récolte a été très bonne, cela fait au total 5 710 000 francs sans rentrée fiscale. Du côté de Bercy, on se dit peut-être que les Français auraient mieux fait de tout simplement participer. Commentaire Christophe Duchiron, imposable à 100%. Dans ces moments-là, que reste-t-il? Que reste-t-il des efforts, de la fatigue? Que reste-t-il de la souffrance, des performances? Il reste des visages et des regards, des émotions
et des médailles. C'est ainsi et c'est tant mieux, mais les athlètes de France nous ont surpris. À l'heure qu'il est, 36 médailles pour nos sportifs, un bilan largement positif. Alors ils n'ont pas gagné que notre considération. Ils méritent aussi le prix du succès, la rançon de la gloire, le salaire de la sueur. Sachez-le, pour celles et ceux qui sont arrivés pile à l'heure en forme olympique, le gouvernement français avait prévu des primes. 250 000 francs pour une médaille d'or, 120 000 pour l'argent et 80 000 francs pour le bronze, et en plus, c'est net d'impôts. Bref, si l'on peut dire, il y a des athlètes qui roulent sur l'or et un ministre du budget qui s'occupe de l'argent. Un ministre du budget, avec tout le respect qu'on lui doit, c'est comme un écolier, ça commence par faire des additions. 15 médailles d'or, plus 7 en argent, plus 14 en bronze, je pose 2 et je retiens 1, ça fait 5 710 000 francs, le compte est bon. C'est un bon investissement, parce que cela donne la meilleure image possible de la France, une France jeune, dynamique, une France qui gagne, qui se situe parmi les meilleures nations. Jusqu'à maintenant, il y avait la cuisine, le vin et la haute couture, et voilà nos athlètes qui commencent à s'exporter. Ça c'est nouveau et ça fait plaisir aux contribuables. Il fut un temps où l'amateurisme régnait sur les Jeux Olympiques, mais les temps changent et l'argent est arrivé. Aujourd'hui, un athlète s'est fait pour gagner. Il s'appelle Douillet, Pérec, Martinez, Touya ou Girard. Aux Jeux d'Atlanta, pendant 15 jours d'exploits et de performances, ils nous ont fait rêver. Et ça n'a pas de prix. Endeuillés par un attentat, ces Jeux se sont terminés par un grave incident. Un membre de la garde nationale chargé de la sécurité des Jeux a été tué, un autre blessé par balle ce matin en sortant d'un restaurant de Doraville, près d'Atlanta. Les 2 hommes n'étaient pas en fonction et portaient des vêtements civils. En ce qui concerne l'enquête sur l'attentat d'il y a 8 jours maintenant, celle-ci semble au point mort. Reportage de nos envoyés spéciaux Thierry Curté, Claude Barnier. Rien, absolument rien de nouveau. Du coup, le nombre de chaînes américaines devant le domicile de Richard Jewell est en nette diminution. De 48 caméras, on est retombé à une dizaine ce matin. Mais le siège s'organise. Ainsi, elles ont pu capter quelques images de la dernière perquisition. Encore du matériel de jardin et des clous, croit-on savoir. Richard Jewell n'est toujours pas officiellement considéré comme suspect. Il reste cloîtré chez lui. No. What did they you're free to go wherever you want? Yes. Okay. I'm not a suspect. Cette voix, le FBI l'a analysée sous toutes les coutures. Elle n'est apparemment pas semblable au message enregistré le soir de l'attentat. Mais les fédéraux veulent aller jusqu'au bout de la piste Richard Jewell, ancien policier raté, ayant soif de revanche. Ils ont fouillé sa maison de campagne, à 2 heures d'Atlanta, sans rien trouver, apparemment. Ils ont encore effectué des prélèvements de cheveux et de nouvelles empreintes digitales sur Richard Jewell. Dans le même temps, ils suivent également d'autres pistes, beaucoup plus discrètement. Le FBI entendait conclure cette enquête avant la fin des Jeux et il ne reste que quelques heures avant l'extinction de la flamme olympique. Ensuite, les caméras américaines se braqueront ailleurs, essayant d'oublier un amer goût d'échec pour Atlanta. Atlanta qui devait être l'un des lieux les plus sûrs du monde durant cette quinzaine olympique. 17 jours après la catastrophe aérienne de la TWA, 9 nouveaux corps ont été retrouvés, dont celui de l'un des pilotes et un mécanicien. 37 corps reposent toujours au fond de l'océan. Un débris de grande taille provenant de l'épave du Boeing a été sorti des eaux hier. Reportage de nos envoyés spéciaux Patrice Romden, Jean-François Renoux. Quelque part dans ces lambeaux de carlingue, un indice. C'est en tout cas la conviction des équipes de recherche. Au 18e jour, elles ont mis la main sur une pièce d'une quinzaine de mètres. Détail crucial, cette pièce provient de la partie avant de l'avion, là où s'est produite l'explosion. Il appartient maintenant au laboratoire de la faire parler. C'est sans doute une pièce à conviction. Sur une longueur de 15 hublots, ce morceau de cabine se présente avec des câbles qui pendent, des fauteuils et même une cafetière. Bref, tout ce que vous pouvez imaginer. Pieces of galley, a coffee pot on the deck, almost everything that you can imagine. Mais les enquêteurs ont mieux. Par 30 mètres de fond au large de Long Island, ils ont repéré un morceau du cockpit dont il faut maintenant organiser la remontée à la surface. Pour l'heure, une caméra vidéo sous-marine surveille ce morceau d'épave qui, dans quelques jours, permettra sans doute de percer le secret de la catastrophe. Officiellement, les enquêteurs retiennent toujours 3 hypothèses. La défaillance mécanique, le missile ou la bombe. Le dernier scénario a leur préférence, mais ils ont besoin d'une preuve.
indiscutable. Alors ils étudient la déformation du fuselage qui peut être révélatrice et ils cherchent des traces d'explosifs en espérant que l'eau salée de l'océan ne les a pas effacés. En Algérie, chrétiens et musulmans d'Oran ont rendu hommage ce matin à la mémoire de l'évêque de la ville, assassiné jeudi soir. Monseigneur Clavry sera inhumé demain dans le cimetière chrétien d'Oran. Reportage de nos envoyés spéciaux, Thierry Tuillier, Bruno Giraudon. Musulmans ou chrétiens, seuls ou en petits groupes, tous ensemble, ils se recueillent devant le cercueil de Monseigneur Clavry. Tous sont encore sous le choc de la mort de l'évêque et préfèrent garder l'anonymat. Dans cette église, demain, il devrait être plusieurs centaines à lui rendre hommage. Sur les murs, encadrant la photo de Pierre Clavry, de multiples témoignages de sympathie. Sa perte traumatise bien au-delà de la communauté chrétienne. Un choc énorme. On ne s'imaginait pas que ça pourrait arriver. C'est un homme d'envergure universelle. Un homme dont la pensée était claire, nette, franche, et qui nous faisait réagir, qui nous aidait à voir les choses plus justement. Le plus important maintenant, c'est de préserver une certaine église en Algérie, une église algérienne, et une coexistence de deux communautés. C'est ça le plus important, et c'était le message de Père Clavry. Le double assassinat de l'évêque d'Oran et de son chauffeur a rendu prudente la petite communauté de l'évêché, mais la détermination de tous reste intacte. Dans son esprit, si on écoute son message, au contraire, il faut rester. Il faut continuer, il faut avancer. Il ne faut pas céder, si vous voulez, à la violence. Et il faut, au contraire, continuer à construire, à bâtir dans ce pays, tous ensemble. Après la messe qui sera présidée demain par le représentant personnel du pape, Monseigneur Gantin, l'évêque d'Oran sera inhumé dans son église de Saint-Eugène, une première en Algérie depuis l'indépendance. En fin de matinée, depuis sa résidence de Castel Gandolfo, le pape Jean-Paul II a évoqué en français le souvenir de l'évêque assassiné. J'invoque le Seigneur pour que le témoignage évangélique donné jusqu'à l'offrande de sa vie par Monseigneur Pierre Clavry, évêque d'Oran, en Algérie, porte des fruits de paix et de réconciliation dans ce pays. Que, sous la protection de la Vierge Marie, le Seigneur fasse de vous des témoins de son amour. Demain matin, à Amboise, les obsèques de Michel Debré vont être l'occasion d'un hommage national à l'une des grandes figures du gaullisme historique. Environ 400 personnalités sont attendues, dont le chef de l'État et le Premier ministre. Ce matin, deux des fils de Michel Debré, Jean-Louis, l'actuel ministre de l'Intérieur, et Bernard, ancien ministre de la Coopération et maire d'Amboise, se sont recueillis dans la collégiale Saint-Denis, l'église où seront célébrées demain les obsèques religieuses du Premier ministre, du général de Gaulle. Le gouvernement a opté pour la continuité en choisissant de nommer l'actuel numéro 2 de l'aérospatiale, Yves Michaud, pour succéder au PDG actuel, Louis Gallois, appelé, vous le savez, à présider la SNCF. La nomination officielle devrait intervenir mercredi lors du dernier Conseil des ministres avant les vacances. Que faire à Paris au mois d'août? On peut toujours réécouter la chanson de Charles Aznavour ou encore suivre les responsables de l'opération Paris-Rive-Gauche qui propose chaque dimanche une visite de ce grand chantier dans le 13e arrondissement, avec en vedette le 36e et tout dernier pont de Paris, le pont Charles de Gaulle, qui reliera à partir de jeudi la gare de Lyon à celle d'Austerlitz. Reportage Jean Pézieux, André Issora. Autour de la nouvelle Bibliothèque nationale, on les voit chaque week-end parcourir le chantier de Paris-Rive-Gauche. Ce sont des visiteurs qui profitent du mois d'août pour assouvir leur curiosité. Ici, par exemple, le premier tronçon de l'avenue de France, qui traversera tout le quartier d'est en ouest sur 2 km. L'avenue sera construite sur une dalle posée sur d'énormes piliers. Les trains passeront alors sous l'avenue de France, comme le montre cette maquette. Autre visite, en souterrain précisément, l'immense salle d'échange Tolbiac-Masséna, correspondance entre le RER et le futur métro Météor. Je trouve que c'est tout à fait nouveau, puis que la façon de traiter le béton est assez remarquable, et qu'avec une hauteur qui est finalement très basse, on a quand même une impression d'élévation.
De part et d'autre de la Bibliothèque nationale, 200 logements sociaux auront été livrés à la fin de l'année, dont la moitié d'HLM face à la Seine. Le premier, ici, sera habité en septembre. Loyer HLM hors charge, 1400 francs pour un 2 pièces. C'est très aéré, il y a la Seine, une vue imprenable puisqu'il n'y aura jamais de construction. Et vraiment, c'est très tentant de venir habiter. Du périphérique à Austerlitz, le quartier Paris-Rive-Gauche est la plus grande opération d'urbanisme jamais menée dans la capitale. 100 hectares, la taille de la Défense. Côté gare d'Austerlitz, la nouveauté c'est le pont Charles de Gaulle. Le pont d'Austerlitz était saturé, il ne supportera plus qu'un sens de trafic, rive droite, rive gauche. Le pont Charles de Gaulle, lui, assurera le sens rive gauche, rive droite. Contournant la gare, une rue conduira vers le nouveau pont, le trafic venant du sud de Paris avec une voie réservée aux vélos. C'est le 8 août que le nouveau pont Charles de Gaulle sera ouvert à la circulation. C'est assez, dit la baleine, et elle se cache à l'eau. Vieille plaisanterie de cours de récréation qui m'amène à vous parler d'une opération tout à fait sérieuse, l'opération Delphis 96, destinée à recenser les dauphins et les baleines en Méditerranée occidentale. Reportage Yasmina Farber, Éric Georgiou. Le Noéric 3 part en expédition scientifique. Une journée pour compter les dauphins dans un périmètre précis de 4 km² en Méditerranée. Tous les navigateurs arrivent sur leur zone à midi. Après quelques minutes de patience, 2 replaisanciers sont cernés près des côtes de Golfe-Juan. Un banc de dauphins les attendait. La Méditerranée reste donc bien une mer vivante. On en voit souvent à la voile, des dauphins. Voilà, souvent des dauphins. Bon, j'ai jamais vu de baleine. À bord du pétrel, un petit voilier, Henri et son équipage suivent les instructions de Delphis. Au programme, une surveillance de la surface et des prélèvements d'eau pour tester la densité en plancton ou encore la salinité de la mer. Pour ce capitaine, le geste est d'abord écologique. C'est la protection de la mer, c'est la protection des cétacés qui sont de plus en plus rares, c'est vrai, on en voit de moins en moins. Et c'est la prise de conscience de respecter un petit peu le milieu marin. L'opération, c'est un cliché instantané de la Méditerranée, pris par 300 personnes. Les scientifiques veulent renouveler l'expérience pour comparer les résultats. Nous pourrons voir également si cette évolution montre qu'il y a des risques pour eux et s'il faut prendre des mesures de sauvegarde encore plus importantes. Actuellement, on estime à 3000 baleines et 200 000 dauphins la population de la Méditerranée occidentale. Si ce recensement révèle d'autres chiffres, ils ne seront connus qu'en automne prochain. Je vous propose maintenant de faire votre miel d'un très joli reportage tourné par Christophe Larocca, Isabelle Delion et Olivier Combes, qui ont découvert sur le canal du Midi un couple d'apiculteurs qui a installé une centaine de ruches sur une péniche. Ils se déplacent donc de champs de lavande en champs de tournesol pour produire autant de miel de saveurs différentes. Cela ressemble un peu à l'Afrique du bon docteur Schweitzer, mais ne vous fiez pas au costume, c'est bien sur le canal du Midi que Bruno et Mireille ont installé leurs ruches. Une centaine au total et 6 millions d'abeilles qui grouillent et butinent les champs du Lauragais. C'est des animaux qu'il faut surveiller comme le lait sur le feu. Il faut qu'elles aient toujours de quoi butiner et en conséquence de quoi on peut avoir des récoltes extraordinaires. Mais il faut être avec elles. D'où l'intérêt d'un bateau parce que le rucher il est au-dessus de la miellerie, il est tout près de chez nous, quelle que soit l'heure du jour. Depuis quelques mois, Bruno et Mireille partagent donc le canal avec ses autres usagers. Pour les abeilles, c'est un peu plus compliqué. Un filet de 3 mètres les sépare du commun des mortels pour d'évidentes raisons de sécurité. La péniche reprend sa route vers d'autres essences dès qu'une culture est terminée. Cela se passe toujours par mauvais temps pour ne pas étouffer les abeilles enfermées dans leur ruche. Nous avons fait de l'acacia, du tournesol, enfin d'abord du colza, après de l'acacia, du toute-fleur et du tournesol. Donc si on ne se déplaçait pas et qu'on restait au même endroit, on ne ferait qu'une sorte de miel. Dans la soute de leur péniche, Bruno et Mireille ont installé une véritable petite industrie pour transformer le miel sur place. Ils en produiront 8 tonnes cette année. Mais en attendant de commercialiser leurs produits, ils se sentent tout de même un peu en vacances. C'est vrai qu'on a l'impression d'être en vacances, donc on se dit que nos abeilles c'est un peu pareil. On les voit sortir, elles évoluent tout à fait correctement, normalement, elles ramènent du miel. C'est vrai qu'on a l'impression d'être un peu en vacances et elles, je pense qu'elles pensent aussi. Et pendant que leurs abeilles butinent en s'amusant,
Bruno et Mireille pensent déjà au moment où il faudra vendre leur pot de miel cet hiver sur le bord des canaux. C'est un sport inventé par deux anciens de l'équipe de France de handball, un sport qui permet de repartir bronzé, à la différence de nos barjots d'Atlanta. Je parlais du sandball, comme son nom l'indique, il s'agit de jouer à la baballe dans le sable. Reportage Éric Perrin, Bernard Bonarme. Comme beaucoup, vous aimez le sable, mais depuis longtemps, les pâtés ont fini de vous épater. Alors une seule solution, le sandball. Inventé par des bronzés de Barcelone, Éric Quintin et Laurent Munier, deux joueurs de l'équipe de France championne du monde, ce hand des plages attire au fil des tournois de plus en plus de monde. Point commun, ils aiment prendre des seaux et des pelles. Je crois que tout le monde a envie de se jeter dans le sable, essayer de faire un petit peu de cabriole et tout. Et je crois que c'est ça qui attire le monde. Et puis on voit ici, il y a beaucoup de gens qui viennent uniquement pour se faire plaisir. C'est ça, en fait, les gens se font plaisir en faisant des actions où ils se lâchent complètement, ils ne peuvent pas le faire dans un gymnase. Démonstration. Dans le bac à sable, les filles à la vanille de l'équipe de France contre des gars qui ne veulent pas être chocolat. Il faut être en forme physiquement pour pouvoir faire un été de sandball, mais ça vaut le coup. Épuisant, même pour William Motti, ancien décathlonien, aujourd'hui reconverti au hand. C'est fabuleux parce que quand on arrive là, ils essayent de promouvoir l'attaque. Ce qui fait que quand on fait des kung-fu, quand on envoie la balle en l'air et qu'on l'attrape pour tirer, avant de retomber au sol, ça compte 2 points. Donc on essaye de faire ce genre de choses qu'on fait également éventuellement en match. Mais là, on retombe complètement à plat ventre, on peut se jeter, on joue dans le sable, c'est que comme des gosses. Comme des gosses, le spectacle, la joie de vivre, le fair play. Avec le sandball, c'est un peu l'esprit des barjots qui se perpétue. La danse a toujours eu une place de choix au Festival d'Avignon, témoin l'invitation faite par son fondateur Jean Villard à Maurice Béjart. Ce Festival 96 a été l'occasion d'une création mondiale signée Bill T. Jones, l'une des figures les plus représentatives de la chorégraphie contemporaine américaine. Originalité de cette création, baptisée Sur la place, elle s'appuie sur des chansons de Jacques Brel. Reportage Bruno Albin, Yvonka. Ne me quitte pas, je ne vais plus pleurer. Je ne vais plus parler, je me cacherai là, à te regarder danser et sourire, à t'écouter chanter et puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. C'est la rencontre de Bill T. Jones, le révolté de la danse américaine et des textes de l'écorché vif de la chanson française Jacques Brel. Des interprétations de Nina Simone à celles de Judy Garland, Brel était une vieille connaissance. Un grand poète, dit Bill T. Jones, et qui a su trouver un public populaire. Ces chansons sont très théâtrales, comme des monologues dans une pièce. Et j'ai pensé à une chorégraphie abstraite, nourrie de quelque chose de très concret, mais d'une grande valeur musicale. Arrête tes prières, ton Jacques retourne en enfer, Mathilde, mère revenue. Ounia, apporte-nous du vin, celui des noces et des festins, Mathilde, Parfois, j'ignore l'histoire qu'il raconte pour dire la nôtre plus abstraite. Cela me tentait de faire cette expérience pour des Français qui connaissent très bien ces chansons et pour qui ces textes seraient entendus à l'arrière-plan du spectacle. Bonne fête aux gens mariés, bon anniversaire à la reine-mère d'Angleterre, née le 4 août 1900 et qui demeure à 96 ans la personnalité préférée des Britanniques
d'une famille royale quelque peu secouée par les scandales. La reine-mère Elisabeth a été saluée par ses concitoyens chargés de fleurs à la sortie de la messe dominicale. À 96 ans, la reine-mère a toujours bon pied bon oeil. Cette année, elle a tout de même présidé une bonne quarantaine de cérémonies officielles à travers la Grande-Bretagne, où elle parraine, je vous le rappelle, plus de 300 organisations caritatives. Dans une vingtaine de minutes, le rappel météo de Nathalie Riouet qui nous annonce une sérieuse dégradation orageuse pour demain lundi. Dernier journal vers minuit 40 en compagnie de Frédéric Crotta. À ne pas manquer sur notre antenne à partir de 3 h la cérémonie de clôture des Jeux. Les Jeux 96, c'est fini. Mais rassurez-vous mesdames, le championnat de France de football reprend dès le week-end prochain. Dans une seconde, le dernier journal des Jeux en direct d'Atlanta. À demain, bonsoir.